Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2015. Ce soir, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, c'est un document qui sera publié à 20 heures et qui fera un compte-rendu de la réunion de politique monétaire du 17 juin dernier, qui avait d'ailleurs donné le point de départ d'une phase de hausse du dollar américain. Nous allons savoir ce soir dans un document qui a voté pour le maintien du taux d'intérêt principal de la Fed, qui a voté contre, un état des forces au sein du comité de politique monétaire de la Fed qui permettra de se projeter sur le prochain FOMC. Donc ce soir, ce n'est pas le FOMC, c'est un document qui fait le compte-rendu du précédent FOMC. Alors ce matin dans le morning meeting, un point général sur l'ensemble des actifs qui vous intéressent, un point complet sur les prochaines étapes du dossier grec, à savoir une date limite désormais fixée au dimanche 12 juillet. Le marché n'attendra pas jusqu'au 20 juillet et une échéance importante vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Les choses seront établies définitivement dimanche. Je vais donc vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, je reviendrai sur les marchés actions, les marchés de taux, les marchés de matières premières et les principales paires de devises. Voilà donc quel est le programme de ce morning meeting de 11 heures. Alors globalement, avant de... donc vous avez pu prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques. Je vais d'abord charger un graphique du CAC 40. Je commence par des graphiques en données journalières et ensuite on basculera sur un autre horizon de temps. Simplement pour vous rappeler ici que l'indice CAC 40, il est revenu précisément hier à la clôture à 4600 points. 4600 points, c'est un seuil critique, pas simplement parce que c'est un chiffre rond, mais tout simplement parce qu'il s'agit des sommets de l'année 2014 et surtout du sommet de marché enregistré le 22 janvier 2015, date de l'annonce du programme de quantitative easing par la Banque Centrale Européenne. Et donc pour le moment, le marché maintient ce niveau. D'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas de chute de l'euro sur le marché des changes, c'est un fait. L'euro-dollar qui a reculé depuis quelques séances du fait de la hausse du dollar US, mais un euro qui est globalement stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sortie de capitaux pour l'instant de la zone euro. Il y a par contre des arbitrages. Alors c'est ce que vous constatez à travers la baisse des marchés actions, mais des liquidités qui se reportent immédiatement sur le marché obligataire de la zone euro. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui tous les contrats souverains de la zone euro progressent, sauf le contrat grec naturellement, mais tous les autres attirent de l'argent, des liquidités. C'est pour cette raison que le taux obligataire de l'Allemagne baisse, le taux obligataire de la France baisse, même celui de l'Italie, même celui de l'Espagne. Si l'euro devait un jour s'effondrer, c'est parce que tous ces marchés baisseraient de manière combinée. C'est-à-dire que les capitaux quitteraient le marché action, mais quitteraient aussi le marché de la dette, bref, quitteraient les actifs zone européens dans leur ensemble, ce qui n'est pas encore le cas. D'autre part, ajoutons à cela des capitaux qui, par contre, doivent quitter le marché action chinois. Le choc actuellement sur les marchés financiers chinois, finalement, qui fait réfléchir les investisseurs. Si on quitte le marché de la zone euro, ben, c'est pour aller où quoi? Wall Street, c'est trop cher, trop élevé. Le marché action chinois, c'est actuellement une bulle qui se dégonfle. Donc, pas forcément d'alternative, donc eh bien, les positions, les investisseurs campent sur leurs positions actuelles et ne font qu'arbitrer, mais au sein des actifs de la zone euro. Puisque rappelons-nous que les investisseurs, ils ont des milliards d'euros à placer et que leur job, c'est de les placer sur des actifs, hein, forcément. Donc on ne va pas quitter un actif comme ça sans savoir où est-ce qu'on va aller autre part. Alors c'est pour ça que les marchés financiers, ce n'est absolument pas la représentation de l'économie réelle, ou pas seulement, mais avant tout des arbitrages de tous ces milliards et milliards de liquidités qu'il y a dans le monde et qu'il faut placer sur ces marchés boursiers. Alors, les prochaines dates. Alors, pourquoi considérer que la date limite est fixée? Pardonnez-moi, le son a été coupé quelques secondes. Je pense que là, ça doit fonctionner normalement. Donc, les prochaines étapes, elles sont les suivantes. Alors, vous avez un bref, rapide article qui a été rédigé sur le site. Pendant, en tout cas au début de la semaine, on pouvait envisager que ce dossier grec dure jusqu'au 20 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y avait une échéance vis-à-vis de la BCE qui était importante. Qu'a décidé de faire cette semaine la Banque Centrale Européenne? Elle maintient le niveau de liquidité minimal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas touché à son enveloppe de liquidité d'urgence, mais elle maintient en vie
on va dire, hein, le système bancaire grec, mais elle ne va pas le maintenir jusqu'au 20 juillet. En clair, nous serons fixés dimanche. Pourquoi nous serons fixés dimanche? Voici les prochaines dates. Le mercredi 8 juillet, donc ça le mercredi 8 juillet c'est aujourd'hui. Le Premier ministre grec parle devant le Parlement européen, ok. Le jeudi 9 juillet, le gouvernement grec doit présenter un plan complet de réforme, mais un plan complet à long terme, donc sur plusieurs années, pas des mesurettes. Et il doit donc présenter ce programme de réforme. Le samedi 11 juillet, l'Eurogroupe, qui sera probablement l'ultime Eurogroupe, va se positionner sur ce plan de réforme. En clair, il sera présenté au plus tard demain soir et puis immédiatement étudié pour un compte-rendu final le samedi 11 juillet. Si le dimanche 12 juillet, le plan de réforme est jugé insuffisant, cette fois-ci c'est un sommet européen à 28 qui sera réuni, donc à la fois les membres de la zone euro, les non-membres de la zone euro, donc 28 pays membres de l'Union européenne. Donc ça va inclure aussi le Royaume-Uni et d'autres pays qui ne sont pas membres de la zone euro, qui vont se réunir dimanche, cette fois-ci pourquoi? Pour mettre au point un plan d'aide humanitaire à apporter à la Grèce si justement eh bien, elle devait sortir de la zone euro, si la Banque centrale de Grèce devait recouvrer son indépendance et si une monnaie nationale venait à nouveau à être frappée. Donc ce sont les prochaines dates. Le marché, les créanciers ne vont pas attendre jusqu'au 20 juillet. La Banque centrale européenne ne va pas attendre jusqu'au 20 juillet. Les États membres non plus. La deadline, c'est le dimanche 12 juillet, même probablement en réalité le samedi 11 juillet. Donc d'ici là, l'incertitude, elle va forcément rester forte. Que peut-il se passer? Alors maintenant, on va regarder les graphiques. Je vous rappelle que sur l'agenda économique, il y a tout de même un événement ce soir à 20 h. Les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc un document qui sera à suivre. En termes de banque centrale, demain il me semble qu'il y a la Banque d'Angleterre, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Alors, le CAC 40 a effacé presque 100% de toute son avancée depuis l'annonce du quantitative easing par la Banque Centrale Européenne. Nous étions alors le jeudi 22 janvier 2015. Alors il est vrai que le marché s'était projeté sur ce programme dès le 15 janvier, lorsque la Banque nationale suisse a renoncé à défendre son seuil face à l'euro, parce qu'elle savait qu'en face d'elle, la Banque Centrale Européenne allait lancer des mesures contre lesquelles elle ne pourrait rien faire. Mais voilà où est donc revenu le CAC 40. L'Eurostoxx 50 est dans la même situation technique sur les sommets de l'année 2014. Donc non pas le cours de clôture du 31 décembre 2014, mais le cours le plus haut de l'année dernière. Le cours de clôture au soir de l'annonce par la BCE de son programme de quantitative easing, qui a permis au marché de progresser de 13%, donc il est passé de 15%, pardon, il est passé de 4600 à 5280, et depuis la fin avril, le CAC a perdu 13%. Il a effacé, de manière d'abord construite et un peu plus impulsive depuis la semaine dernière, toute l'avancée du marché, en tout cas du point de vue de l'indice CAC 40, depuis le 22 janvier. Alors lorsqu'on fait un tri, ensuite lorsqu'on regarde en détail les actions du CAC, c'est pas le même topo pour toutes. Hein. Si on prend des actions comme dans le secteur automobile, Peugeot, Renault, c'est encore des titres qui gagnent 70% depuis le début de l'année et qui restent encore globalement en forte hausse depuis le 1er janvier. Mais si on prend le CAC de manière absolue, il gagne encore 7% depuis le 1er janvier, on est loin des 24%, et il est revenu donc à la case départ du QE de la BCE. Quel est le scénario le plus probable? Deux possibilités. Soit le marché reste attentiste et préserve les 4600 points sous la forme d'un range jusqu'à la clôture des marchés vendredi, soit il se positionne dès demain en fonction de sa perception du plan qui sera proposé par le gouvernement grec, et surtout en fonction de sa perception qu'il aura de l'acceptabilité par les créanciers de ce plan. C'est-à-dire que dans un premier temps, un plan sera proposé, ensuite le marché va chercher à se positionner sur la façon dont les créanciers vont réagir par rapport à ce plan de réforme, et sera-t-il suffisant ou pas. Et en fonction de cela, eh bien, le marché action, soit il restera stable au-dessus des points bas établis hier et ce matin, soit il s'enfoncera davantage. Si le CAC devait enfoncer les 4600 points, d'un point de vue technique, les prochains seuils sont assez évidents.
c'est notamment revenir au contact des 4508 points qui sont les sommets ici de septembre 2014. Sur le très court terme, le marché action parisien il est désormais enfermé entre support et résistance, et le principe de base de l'analyse technique, entre donc 4598 points et 4712 points, avec bien sûr des pressions et un risque de baisse sous cette première résistance à 4712 points. Moi je vous fais un panorama rapide en utilisant les graphiques en données journalières. Les marchés actions, les marchés de taux, le marché d'échange et les matières premières. Pour illustrer les marchés de taux, je vous propose ce graphique qui superpose en données journalières le DAX et le contrat de taux allemand Bund. Que se passe-t-il notamment depuis le début de la semaine et qui explique d'ailleurs en partie la relative stabilité de l'euro. Si l'euro reste globalement stable, en tout cas face au dollar, mais si l'euro ne chute pas, c'est parce que les capitaux ne fuient pas la zone euro. Si les capitaux ne fuient pas la zone euro, la question que vous pouvez vous poser, mais alors pourquoi le CAC, le DAX et les autres indices chutent? Parce que des capitaux peuvent quitter le marché action, mais leur réflexe, c'est de rester dans la zone euro, alors soit sous la forme de liquidité, soit sur d'autres marchés. Lorsque vous regardez, lorsque vous superposez la courbe du DAX et la courbe du prix du Bund, vous pouvez observer que notamment depuis le début de la semaine, le Bund se replie, mais le contrat de taux allemand progresse. Et ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'il n'y a pas que le rendement du Bund qui baisse, il y a aussi le rendement de la France, mais aussi celui de l'Italie, d'Espagne, bref. Il y a donc un attrait du marché obligataire. Donc pour le moment, les investisseurs agissent de la façon suivante. Ils sont sortis en partie du marché action, mais pour se positionner sur d'autres actifs libellés en euros. Le marché obligataire ou éventuellement simplement rester liquide. Sachant que dès que ce dossier grec sera résolu, imaginons qu'il se résolve d'une façon positive, on peut s'attendre à ce que très fortement des capitaux reviennent sur le marché action. Donc ça, ce sera probablement un des premiers marchés qui réagira lundi à l'ouverture des marchés financiers. Soit il s'enfonce si la Grèce sort de la zone euro, soit il rebondira fortement, mais ça on aura l'occasion d'en reparler d'ici vendredi. Donc voilà un peu le schéma, hein. Et c'est pour cette raison que c'est une question qui revient souvent, mais pourquoi l'euro ne s'effondre pas? L'euro ne s'effondre pas parce que les capitaux ne quittent pas la zone euro. Alors après, de manière générale, si les capitaux devaient quitter la zone euro, c'est pour aller où? Ça c'est aussi la seconde question que peuvent se poser les investisseurs. En Chine, c'est pas forcément le beau moment. Je vais vous en parler de ce marché action chinois, mais regardez par exemple hier les places boursières à Hong Kong, à Shanghai ou encore à Shenzhen, elles perdaient jusqu'à 7%. Bon, finalement une clôture en baisse de moins 4. Il y a quand même une forme de panique qui se poursuit. Le marché action chinois il est au plus bas de 4 mois. Ce qui agit d'ailleurs sur toutes les matières premières. Pourquoi? Parce que la chute des marchés actions chinois met en difficulté les épargnants chinois, et notamment les épargnants particuliers, et donc la consommation discrétionnaire. Et il y aura probablement un impact sur la chute des places boursières en Chine, sur les perspectives de la consommation des ménages en Chine. C'est pour cette raison que les matières premières industrielles reculent, et notamment le cuivre. Et je vais revenir sur l'analyse technique du cuivre. Mais donc, imaginons que les investisseurs internationaux doivent quitter la zone euro. C'est pour aller où? Wall Street? Ça fait plusieurs mois qu'un consensus est établi pour dire que c'est un marché action qui est bien valorisé. Alors éventuellement les marchés de taux aux États-Unis. Pourquoi pas? D'autant plus que le marché anticipe un relèvement du taux d'intérêt, des taux d'intérêt aux États-Unis, donc des contrats plus rémunérateurs. Pourquoi pas? La Chine non, les marchés actions émergents ils sont sous pression, la Russie ça reste compliqué, le Brésil, l'économie déçoit fortement depuis un an. Bref, il n'y a pas 36 000 alternatives. C'est donc pour cette raison que pour le moment, les capitaux restent au sein de la zone euro. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous montrer pour le moment, et c'est ce qui se passe depuis le début de la semaine. Les actions de la zone euro ont chuté, le marché obligataire a progressé, alors notamment le Bund. Maintenant, je vous propose ici une analyse technique du contrat de taux long allemand Bund. Mon propos était de dire que ce marché pouvait cette semaine rejoindre les 155, notamment depuis la cassure haussière du 6 juillet. Alors, si j'analyse actuellement encore le positionnement d'un point de vue technique de ce marché, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau horizontal, oui, le scénario reste de revenir en direction des 155. Et je pense donc que d'ici la fin de semaine, ce marché du Bund peut aller chercher le prix des 155, ce qui ne fait que représenter la baisse qui prend de l'ampleur du rendement souverain de l'Allemagne sur cet horizon de temps, sur cette maturité. Le Bund, c'est une maturité de 10 ans, c'est l'échéance quoi.
Donc au-dessus de ce niveau de support, l'idée c'est de rejoindre le niveau des 155 cette semaine. Alors voilà donc pour le CAC, voilà pour les marchés de taux. Maintenant le marché des changes et les matières premières. Je vais vous parler du pétrole, de l'or et de l'euro-dollar. Ensuite, je vous ferai un panorama sur... Alors, n'oubliez pas ce soir, c'est le point de départ de la saison des trimestriels aux États-Unis. Alcoa publie ses résultats trimestriels du second trimestre ce soir. Nous entrons dans une publication, dans une phase de publication des résultats trimestriels. Donc la microéconomie va revenir sur le devant de la scène avec un impact qui sera évident sur Wall Street. On va probablement, une fois le dossier grec résolu, revenir aux fondamentaux des entreprises notamment avec cette nouvelle période, cette nouvelle saison des résultats trimestriels. Donc ce soir, il me semble que c'est ce soir ou demain à confirmer, mais Alcoa doit publier ses résultats. Le taux de change euro-dollar. Alors taux de change euro-dollar depuis le 18 juin il baisse, c'est un fait, mais du fait de la hausse du dollar US, l'euro ne chute pas, pour toutes les raisons dont on vient de parler, essentiellement parce que les capitaux ne fuient pas la zone euro. Ils pourraient bientôt le faire, mais ils ne le font pas encore. Euh, donc toute cette baisse du taux de change euro-dollar, c'est la hausse du dollar. Et à très court terme, depuis maintenant 2 séances, on temporise sous une résistance importante à 1,1050. Alors l'idée c'est quoi? C'est que tant que le marché se maintient sous ces 1,1050, on voit que là on est dans une phase latérale. L'idée c'est quoi? C'est que d'ici la fin de la semaine, on les voit, hein, ces seuils critiques, le CAC à 4600, l'Eurostoxx 50 aussi sur ses précédents sommets de l'année 2014 à 3325 points, l'euro-dollar sous les indices 50. Sous les indices 50, on peut toujours revenir tester comme ça les 1,0920, voire les 1,0820, mais l'idée c'est, je pense qu'on aura plutôt quelque chose de complètement plat dans cette zone ici. Donc l'euro ne s'effondre pas. Le CAC, les marchés de taux, le taux de change euro-dollar. Vous voulez une bonne façon de vous montrer que l'euro ne s'effondre pas? Alors vous allez me dire oui, le dollar australien s'effondre. Oui, forcément lui il est sous pression, mais celui-là était quand même assez beau hein, d'un point de vue de l'analyse technique. Une jambe de hausse entre 1,44 et 1,48. Un range, on en sort par le haut, c'était vraiment un cas d'école. En plus ici on avait sur l'euro AUD une belle sortie par le haut, même donnée en plus en début de semaine. Hein. D'un triangle rectangle ascendant après une jambe de hausse. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On revient d'ailleurs chercher sur ce taux de change les sommets du mois de février 2015. Donc l'idée c'était d'aller chercher les 1,50 depuis la cassure des 1,4770 et des 1,48. Bon, ce sont là pour le coup le dollar australien c'est une monnaie qui a baissé et qui baisse et qui est sous pression. Ce qui n'est pas réellement le cas de l'euro en fait, qui est attentiste et neutre. Donc les marchés actions ne sont pas à eux seuls la représentation du positionnement vis-à-vis des marchés de capitaux de la zone euro. C'est une classe d'actifs parmi d'autres. Le fait de voir le CAC, le DAX et d'autres indices perdre 13% depuis la fin du mois d'avril, il ne faut pas en tirer la conclusion que les capitaux fuient la zone euro. Par contre, ils fuient les actifs risqués de la zone euro. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Mais a priori, restent pour le moment dans la zone, mais sous la forme d'autres, sous une autre forme. Alors, j'ai pas tous les détails, pas les chiffres, mais on peut voir que certains marchés sont recherchés, notamment le Bunds, par exemple. Maintenant, les matières premières. Alors, pour les matières premières, avant de revenir à des graphiques intraday, laissez-moi simplement revenir avec vous sur les bougies journalières de l'once d'or, de l'argent et du pétrole. Et puis on va commencer par le pétrole. Et le cuivre, je ne vais pas... D'ailleurs, on va commencer par le copper. Tiens, on va commencer par le cuivre. Alors, je vais simplement ajuster ce graphique, qu'on y voit un peu plus clair, et puis je vais vous proposer un point de marché. Alors le cuivre, il a chuté et il revient pile poil sur ses plus bas annuels. Alors, de manière générale, les matières premières industrielles sont sous pression. Les métaux industriels ne sont pas épargnés, les métaux dans leur ensemble. Je pense que deux choses sont source de baisse du cuivre depuis quelques séances, depuis même quelques semaines. Bien sûr, la dynamique générale du dollar US,
mais aussi probablement ce qu'il se passe sur les marchés actions en Chine. En dépit d'ailleurs de l'intervention des autorités chinoises, la chute des indices boursiers en Chine ne se calme pas. Regardez la séance de la semaine dernière. Il y a même eu une contagion sur le marché actions japonais qui était un peu tranquille. Le marché actions japonais, il était serein. Il a chuté hier le Nikkei. D'ailleurs, la bourse du Japon, je crois qu'elle a perdu 3% et on casse un support. Il y a une projection sur le fait que la chute des marchés actions chinois puisse à terme nuire à la consommation des ménages. Et si la consommation des ménages en pâtit en Chine, c'est la croissance économique générale en Chine qui va en pâtir. Et donc les perspectives de consommation de matières premières. Donc vous ajoutez la Chine plus le dollar US, ce qui s'est traduit donc par cette chute du cours du cuivre. Alors le cuivre, il s'est surtout mis à décaler au début du mois de juillet, vraiment là lorsque la chute des places boursières en Chine a pris de l'ampleur. Puis bien sûr, il y a eu la tendance haussière du dollar américain. Maintenant, on a une première résistance ici à 2,56 sur le copper. On revient ici au contact des plus bas de l'année 2015. C'est une zone importante. Si le cuivre bascule sous ses plus bas de l'année 2015, c'est pour s'enfoncer davantage. Donc, vous constatez aussi que c'est aussi une des raisons qui fait qu'il n'y a pas une fuite des capitaux de la zone euro, parce qu'il y a des capitaux qui quittent les marchés actions d'Asie-Pacifique. Et là, pour le coup, avec une vraie crainte par rapport à l'économie chinoise. Donc voilà, finalement, on peut même avoir le sentiment qu'au vu des marchés actions internationaux, ce n'est pas la Grèce qui est sur le devant de la scène, mais davantage ce qui se passe en Chine. Donc, de manière générale, les matières premières baissent dans le sillage de la baisse des bourses asiatiques, et notamment la Chine. En ce qui concerne le pétrole, ce qu'il a mis sous pression, c'est par contre un élément géopolitique. C'est les négociations qui ont lieu, donc toujours pareil, sur le nucléaire en Iran. La possibilité d'aboutir là aussi à un accord ou pas, et à terme de voir une offre de pétrole iranienne arriver sur le marché ou pas. Je vous ajoute là ça le dollar US, ce qui se passe en Chine, et puis aussi probablement l'incertitude au sein de la zone euro. Un ensemble de facteurs qui a finalement amené le pétrole à entrer dans une phase de baisse en juillet. Techniquement bien lisible, à court terme, le marché est tombé sur les 50 $, mais le pétrole, même si hier il a fait une séance de stabilisation, rencontre tout de même une résistance à 54 $. C'est sa toute première résistance ici. Admettons tout de même qu'on a hier une séance de stabilisation. Je pense que le prix du pétrole peut entrer en rebond technique, et notamment le WTI en direction des 54 $. Mais les 54 $, c'est une première résistance. Je pense qu'elle est susceptible d'être vendue. Donc on a bien chuté. Le signal de vente, il avait été donné à la cassure des 56. Pour viser 50, c'est fait. Il y a un objectif atteint d'un point de vue de l'analyse technique. Quand je parle d'un objectif atteint, c'est pas une stratégie de trading qui vous est donnée, puisqu'ici il n'y a pas de conseil de trading, mais un objectif de l'analyse technique. C'est-à-dire que la cassure des 56 appelait à une retombée du marché en direction des 50. Et c'était d'ailleurs, si vous utilisez ici les extensions de Fibonacci, une target, voilà, elle a été faite pile poil, regardez, 50,42. La cible théorique de la sortie par le bas du range entre 56 et 61,50, qui s'établissait donc en utilisant les extensions de Fibonacci à 50,42, qu'elle a été hier le plus bas du jour, 50,56. Donc à 10 centimes près, on a la target théorique de la sortie par le bas de ce range qui a été faite. Donc l'attente d'un accord entre l'Iran sur le dossier nucléaire, la hausse du dollar américain, l'incertitude au sein de la zone euro, le risque sur la consommation des ménages en Chine de la chute des places boursières chinoises, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen. Bref, tout ça fait que les matières premières, et notamment les matières premières industrielles, sont sous pression. C'est d'ailleurs pourquoi l'once d'or confirme encore cette semaine qu'il n'est en rien une valeur refuge. Tout à l'heure, je parlais d'une chose. On se demande pourquoi l'euro est stable. L'euro est stable parce que les capitaux ne quittent pas la zone euro. C'est certain, ils vont pas aller en Chine par exemple, enfin c'est pas le beau moment. Ils vont pas sur l'once d'or,
parce que ça rapporte pas un copec. Puis un gérant, ça recherche quoi avant tout? Faire du rendement, de l'intérêt. Donc on n'ira pas sur l'once d'or qui rapporte rien. Un marché qui peut attirer les capitaux en cas de risque systémique. Mais pour le moment, tout ce qui se passe en Chine au sein de la zone euro, ce n'est pas perçu comme tel. En tout cas, pas maintenant. Ça peut changer, mais pas maintenant. Donc pour le moment, je vous repropose ici ce graphique qui juxtapose la dynamique générale du dollar US. Donc ici, vous avez l'US dollar index et ici, vous avez le XAU USD. Donc la dynamique de l'once d'or. Vous voyez que le dollar US monte et qu'au même moment, l'once d'or baisse. Donc l'once d'or, il y a maintenant une première résistance à 1162. On est dans un canal de baisse. Et l'idée, selon moi, c'est de revenir chercher ici les plus bas du 18 mars. Ça, c'est un scénario qu'on a évoqué hier. Donc, sous les 1162, pour moi, l'once d'or peut retomber en direction d'une part des 1142 $, mais même en direction des 1130 $, qui sont là le plus bas de l'année 2014. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut envisager sur ce marché. Donc voilà le topo que je pouvais vous faire sur marché action, marché de taux et marché des matières premières et le taux de change euro-dollar en utilisant les graphiques en données journalières. Maintenant, je n'irai pas au-delà, je pense que vous avez les éléments à suivre. Je vais répondre à vos questions en utilisant cette fois-ci les bougies intraday. De manière générale, ce sont les 4 marchés que nous tentons de suivre ici, ces 4 grands marchés de capitaux, avec une sélection d'actifs, sachant que de toute façon, il n'y a pas tous les actifs qui sont à disposition. Donc je passe sur des bougies japonaises 4 heures et horaires pour répondre peut-être à vos questions, celles que vous pouvez vous poser sur, je sais pas, le GBP AUD, le GBP USD. On va faire un tour d'horizon des paires majeures. Tenez, on va faire ça. Un tour d'horizon des paires majeures en utilisant les graphiques intraday. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le GBP USD. Alors GBP USD, il subit deux choses assez négatives. Enfin négative façon de parler. D'une part, le câble subit le dollar US, comme de nombreuses monnaies depuis le 18 juin. Le câble qui recule depuis un seuil technique important à 1,59 $. C'était 50% de retracement de toute cette phase de baisse. Mais la livre sterling recule à court terme. Elle est sous pression. Je vais revenir sur les causes de cette pression, notamment d'ici demain, puisque demain une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera prise. Il y a des éléments fondamentaux qui ont changé. Dans tous les cas, j'ai donné hier un objectif de baisse du GBP USD vers 1,53. Je pense qu'on peut y aller, mais on ne baissera pas forcément davantage. Alors, je relève ici sur le GBP USD l'existence de ce canal qui passe aux alentours des 1,53, 1,5310 et qui serait susceptible, par exemple demain, de stabiliser le câble. Surtout que demain, la Banque d'Angleterre pourrait quand même finalement revenir sur des éléments qui à terme permettraient d'envisager un resserrement monétaire, ce qui on sera fixé demain. Donc, je pense que le GBP USD peut éventuellement retomber dans cette zone, donc peut-être 70 ou 80 pips de plus. Mais on aurait ici éventuellement une zone qui serait intéressante si le marché revient la tester. Donc ça, je vais vraiment la surveiller ici sur le GBP USD, cette bas de canal, qui passe encore un peu plus bas. Je vous le représente ici sur les bougies en données 4 heures. Je vais vraiment, s'il y a des divergences qui commencent à apparaître sur 1,53, 1,5310, il faudra peut-être s'y intéresser. Donc ça, ce sera notamment quelque chose à suivre demain matin, avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Mais le câble présentera bientôt l'intérêt. La livre sterling, je vais tenter de vous proposer un contenu fondamental d'ici demain, pour savoir ce que l'on peut envisager. Elle a beaucoup progressé, notamment en mai et en juin. Est-ce qu'on doit considérer que la baisse actuelle de la livre sterling, c'est une opportunité pour l'acheter? Et si oui, face à quelle monnaie? Essai de réponse, mais accordez-moi encore quelques heures et je vais vous proposer ça. Alors, voilà donc pour toutes les dates à suivre. La date limite sur le Grexit ou pas le Grexit, c'est le dimanche 12 juillet. J'espère que c'est suffisamment clair. Je continue le tour d'horizon des paires majeures. Alors, mécaniquement, avec ce qui se passe sur les marchés actions en Asie, en Chine, début de contagion au Japon, les matières premières qui sont globalement sous pression font que les devises des matières premières le sont. C'est pour cette raison que le dollar australien chute
que le dollar canadien a chuté. Alors il se stabilise à court terme parce que le prix du pétrole se stabilise après avoir bien chuté. Je vais en parler de ces monnaies, mais laissez-moi d'abord conclure sur les paires majeures. Et justement, l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD et le NZD-USD ont bien baissé. Je pense que ces marchés approchent d'une phase de stabilisation, en tout cas de reprise sur le court terme. On a des éléments de divergence qui apparaissent ici. L'AUD-USD à court terme, je pense, peut rebondir en direction des 0,7450, première résistance. Donc, on a ici l'établissement d'un nouveau creux qui n'a pas été confirmé par le marché, l'amorce ici d'une situation de divergence. Vous êtes ici face aux bougies japonaises en données horaires sur l'AUD-USD. On est en rebond technique, mais on n'a pas fait le point bas. Et je pense que si on remonte en direction des 0,7450, ici, on aurait une résistance pour une stratégie de vente. Je vais aussi établir, voilà, surveiller ce canal. On a ce canal à surveiller là, cette ligne de tendance. Donc, ce qui donne en réalité cette zone comprise entre 0,74 et 0,7450, donc 20 à 30 pips au-dessus du niveau actuel des cours, pour envisager une stratégie de vente. Le taux de change USD-CAD. Alors, le taux de change USD-CAD progresse, c'est un fait. On en a beaucoup parlé, hein, notamment depuis la cassure haussière du 30 juin. Cassure haussière du 30 juin, cassure de cette ligne de tendance qui appelait d'une part à une hausse en direction des 1,25, puis des 1,2650, puis des 1,2780, puis des 1,28. Attention là aussi, on a, je vais me mettre ici en données journalières. Il n'y a pas de div du tout en données journalières, mais à court terme on temporise. On a l'amorce d'une situation de contradiction de momentum ici en données H4. Le taux de change USD-CAD, il est quand même monté à 1,2780, donc il n'est pas passé loin des 1,28. Doit-on à nouveau exploiter ce canal de hausse? Moi j'ai envie de dire que tant qu'il existe, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Moi mon propos a toujours été de dire qu'une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Tant qu'on revient dans le bas de canal, oui. Un jour on va en sortir par le bas et un achat sera stoppé, mais ça n'arrivera qu'une fois. Par contre, les relances dans le bas de canal, elles interviennent plusieurs fois. Ce n'est qu'une question de probabilité, il n'y a aucune certitude. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on a quand même sur l'USD-CAD ce niveau de support horizontal qui vient renforcer la partie basse du canal. Donc j'aurais tendance à dire que dans cette zone ici, des 1,2660, 1,2670, il y aurait un support exploitable sur le taux de change USD-CAD. Donc ça c'est à suivre. Et notamment par exemple si le pétrole revenait chercher ici la première résistance qui s'établit à 1,54 $. Alors, pour vous positionner vis-à-vis du dollar américain, ce soir il y a les minutes de la Fed, ça c'est important, les minutes de la Fed, ça donnera un état des lieux. Vous avez sur notre indice US Dollar Index ce canal de progression à court terme qui est exploitable. Donc vous pouvez éventuellement associer le canal de progression sur les bougies japonaises H4 de l'US Dollar Index avec le canal de progression sur les bougies japonaises H4 ici du taux de change USD-CAD. Donc voilà, j'aurais tendance à dire en effet qu'on a toujours un bas de canal environ 20 à 30 pips en dessous du niveau actuel des cours sur l'USD-CAD qui est à exploiter. Il est à exploiter, c'est un fait. L'USD-Yen, honnêtement, mon propos hier a été de dire que l'USD-Yen, mon propos était de dire qu'il fallait s'écarter des monnaies liées à la perception générale du risque. Les marchés actions en Chine, le dossier sur le nucléaire en Iran, la Grèce. Deux marchés en bénéficient. Les marchés obligataires, notamment les contrats français, allemands, les contrats souverains en bénéficient. Et sur le marché d'échange, une monnaie bénéficie des sorties de capitaux du dollar australien, du dollar canadien et des devises des matières premières. Elles quittent ces devises des matières premières et elles vont sur le yen japonais. Ce qui fait que ce yen se renforce et qu'il malmène même le dollar US, qui reste une devise globalement forte. L'idée c'est quoi? C'est que ce yen se renforce et ça sera le cas jusqu'à l'apaisement ou en tout cas jusqu'à une résolution du dossier grec. On voit que la monnaie est en train de basculer sous les 122. C'est en risque.
On préservait le niveau des 122 yens depuis le 29 juin. C'était ici un niveau horizontal important. On tente de basculer en dessous. On commence à rentrer dans une phase de retracement assez forte de toute cette zone. Les 121,50, 61% de retracement. C'était aussi le point de départ d'un grand corps ici du 26 mai. Prudence, clairement prudence sur le taux de change USD-Yen. De manière générale, le yen progresse. Si je jette d'ailleurs un œil au volume d'échange réel sur ce marché, qu'en est-il? Il n'y a pas un volume excessif dans actuellement la remontée du yen, lorsqu'on compare avec le volume dans la hausse. Donc, c'est pour ça que je suis assez mal à l'aise. Si j'utilise les cours de clôture sur le taux de change USD-Yen, en réalité, on constate que le vrai breakout, c'était 121,50. Regardez, en cours de clôture, c'était pas 122 yens, c'est 121,50. Et en plus, 121,50, c'est 61% de retracement. Donc, c'est l'ultime rempart. Vous allez dire, tous les jours, vous donnez un ultime rempart. Mais là, c'est l'ultime de chez l'ultime. C'est vraiment le point de clôture du 5 décembre. C'est le point de clôture ici de mars. C'est en plus de cela un ratio de retracement de cette jambe de hausse qui s'est fait dans un volume important, les 61% de retracement. C'est au moins aussi important que les 4600 points du CAC. Donc le niveau des 121,50 sur le taux de change USD-Yen. Sachant qu'il y a à la fois le yen japonais et bien sûr le dollar US. Donc voilà, ça c'est l'étude intraday que je peux vous proposer là sur le taux de change USD-Yen. Il y a de l'incertitude. C'est pour cette raison que si vous cherchez toujours des achats sur le dollar américain, sans hésiter, soit directement le contrat pour la différence qui reproduit les variations du Dow Jones FXM dollar index, soit l'USD CAD, forcément, jusqu'à un 28,30 sur support, canal aussi en données 4 heures exploitable, 30 pips en dessous du niveau actuel des cours, soit la vente d'une résistance sur l'AUD USD, dont la première résistance, je la situe à 0,7450, donc un peu au-dessus du niveau actuel des cours. Le NZD-USD, c'est comme la UD-USD, il y a eu des divergences haussières en intraday, on est en reprise technique. D'ailleurs, on était quand même dans le bas de canal de baisse sur le NZD-USD. Et je pense que sur le très court terme, on peut au moins rebondir en direction des 0,67. Mais potentiellement envisager de revenir chercher les... Alors ça ne s'achète pas, clairement ça ne s'achète pas. Ça se vend sous résistance. Par contre, là, il y a un processus de rachat de short qui voit le jour. Regardez en données H4 sur le NZD-USD, cette magnifique divergence haussière en données H4 qui était dans un premier temps potentiel mais qui prend désormais une dimension active. Donc il ne faut plus shorter. Il faut laisser le NZD-USD rebondir au moins encore de 50 pips. Et au moins jusqu'à ce niveau horizontal ici. Au moins jusqu'au 0,6740, voire même potentiellement 0,6750. Bref, c'est plus le timing. Éventuellement, le GBP-USD baisser jusqu'à 1,53, mais là, ce serait une zone où ça commencerait à m'intéresser. Donc le Bund en intraday, moi, ça me semble toujours bien orienté, et je pense toujours que le Bund pourrait aller chercher les 155. Alors, le Nikkei, hier, il a reculé, il a cassé un... Alors, le fait aussi que le yen monte, ça met la pression sur les actions japonaises. Ça, c'est aussi à noter. Le fait que le yen progresse, c'est clairement un élément de pression sur les actions japonaises. Je vais justement vous montrer, vous présenter donc une analyse technique de l'indice Nikkei 225. On va le charger. Je vais tenter de vous faire un point cet après-midi sur à la fois la livre sterling et les matières premières liées aux sorties de capitaux et à la baisse des places boursières en Chine. Voici donc le Nikkei. Longtemps résilient, longtemps étanche à la Grèce, longtemps étanche à la chute des places boursières chinoises. Cette fois-ci, le Nikkei cède. Casse un support. Je pense que le Nikkei peut se replier au moins jusqu'à 19 180 points. Par contre, il est susceptible de se stabiliser dessus. Donc c'est ce niveau-là. On sort malgré tout par le bas donc, de cette structure qui finalement s'apparente à une structure en épaule, tête, épaule,
sous une résistance importante de l'année 2000 à 20 833 points. Alors je vais tenter d'en calculer l'objectif théorique, ça me donne une zone comprise entre 18 900 et 19 200. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le Nikkei devrait la nuit prochaine, je pense, se replier vers les 19 000 points. En tout cas, il y a désormais une première résistance à 19 913 points, à la fois du fait de la panique actuelle sur les places boursières en Chine, Shenzhen, Shanghai et Hong Kong, et d'un yen qui monte parce que la monnaie attire des capitaux par son aspect refuge. Au même titre que les contrats souverains, notamment celui de l'Allemagne et de la France, attirent des capitaux aux dépens des marchés actions. Donc il y a avant tout des arbitrages qui se font entre classes d'actifs, et il faut bien les maîtriser. Ces arbitrages correspondent à une perception du risque, ces arbitrages cesseront et même s'inverseront dès lors que les dossiers actuels trouveront une résolution. L'Iran, la Grèce et la volatilité sur les marchés actions en Chine. Ce sont les trois gros dossiers actuels qui impactent les marchés financiers. C'est vrai qu'on s'est écarté actuellement des politiques monétaires, mais un jour, lorsque ces dossiers seront dépassés, les fondamentaux des politiques monétaires reprendront le dessus. D'une certaine façon, ils gardent le dessus lorsqu'on regarde la dynamique générale du dollar US ou même la dynamique générale du dollar australien. Alors si vous avez d'autres indices boursiers qui vous intéressent, n'hésitez pas à me poser les questions, hein, notamment sur les marchés actions de la zone euro, le MIB, l'IBEX, etc. Hein, et il ne faut vraiment pas hésiter. Je rebascule sur les bougies intraday et je vais regarder des paires croisées et des paires mineures en répondant à vos questions. Alors j'en profite avant de ça dans le chat pour vous redonner ici les dates à suivre sur le dossier grec. Donc vous avez bien compris, hein, mercredi 8 juillet, jeudi 9, samedi 11 et dimanche 12 juillet, avec une deadline établie donc dans 4 jours. Alors je vais mettre le DAX en intraday. Hop, on se le met en dessous. Et puis on va l'étudier. Alors c'est parti. Alors visiteurs, quelles sont les raisons qui mettent la pression sur la livre sterling? Alors j'aurai l'occasion peut-être, je vais essayer cet après-midi de revenir sur les raisons fondamentales. Elles concernent déjà des éléments qui concernent l'économie britannique, notamment des raisons budgétaires. Je vais vous en faire une synthèse et vous expliquer ça. Mais des raisons qui amènent à penser que la Banque d'Angleterre ne devrait pas sabrer la croissance en agissant. D'autre part, la livre sterling a fortement monté depuis 2 mois, donc elle subit des prises de bénéfices. Techniquement, pour l'instant, c'est ça. Et je vous invite à bien suivre le pound sterling index. Mais j'en reparlerai davantage d'ici demain et la réunion de la Banque d'Angleterre. Alors l'USD-CAD et l'US Oil, c'est fait. Alors, question des visiteurs. Alors, ça je sais pas, après c'est des conditions techniques, j'ai pas les réponses combien de temps, mais je pense que ça peut prendre plusieurs semaines. Alors l'USD Yen 121,50, c'est l'ultime rempart. C'est le niveau en cours de clôture. Lorsqu'on cherche à établir des niveaux de prix horizontaux, ce qui est la base en analyse technique des marchés financiers, la base de l'analyse technique, c'est l'analyse chartiste, l'analyse visuelle. Et parmi les outils de l'analyse visuelle, la base des bases, ce sont les niveaux de support et résistance. Donc l'idée, c'est de savoir déjà comment les tracer, ces niveaux de support et résistance. Il y a plusieurs façons de les tracer. L'idée, c'est de savoir associer les cours de clôture et les points hauts et les points bas. Les chandeliers japonais, généralement, vous allez tracer les niveaux horizontaux sur les points hauts et les points bas. Mais vous avez ici un petit outil qui vous permet de basculer instantanément sur les cours de clôture pour délimiter des zones de prix. Sur le taux de change USD Yen, en cours de clôture, c'est 121,50. 121,55. En chandelier japonais, c'est 122. C'est donc la zone comprise entre 121,50 et 122 qui peut être considérée comme la frontière chartiste entre deux scénarios directionnels. Celui de l'établissement d'un creux ou celui d'une chute libre. Alors bonjour Omer, un buy and hold, ça c'est des stratégies de tenue de tendance, un buy and hold, c'est-à-dire que vous achetez un actif et vous le tenez soit à l'aide d'un stop suiveur, c'est ça, c'est juste une stratégie de positionnement sur le marché.
Alors le DAX, première résistance, bah, les 10 800 points. Le DAX fonctionne bien par palier, hein. Il est passé sous les 10 900, 10 900 était résistance. Il est passé sous les 10 800, 10 800 points et résistance. Peut-il tomber à 10 650? Écoutez, moi je vais regarder en données horaires les chandeliers du DAX. C'est possible, hein, c'est revenir tout simplement ici sur ces mèches-là. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Euh, mais voilà, la première résistance en swing, ce sont les 10 800 points. Et pour le moment, le marché reste sous pression, sous ce niveau. Euh, les points, voilà, même, j'irais même jusqu'à dire 10 764. 10 764, c'est la première résistance. Où pourrait se replier le DAX? J'avais en tête les 10 600. J'avais en tête les 10 600 points. Peut-on aller chercher 10 600? Bah, ça va dépendre des 10 660. Si je devais vous citer trois niveaux intraday, ce serait 10 660. Ça, c'est un peu le pivot, hein, intraday. Première résistance, 10 764. Et si on bascule sous 10 660, retomber à 10 593. Donc, c'est ce niveau horizontal. Donc ça, c'est le cadre intraday. Les niveaux pivots à surveiller, mais bien sûr que la pression elle reste sur ce marché sous les 10 664. Et imaginons un Bund qui remonterait vers 155. Alors, ce processus qui consiste à voir les capitaux quitter le marché action pour immédiatement se diriger vers le marché de la dette souveraine, c'est un processus qui a un nom en anglais, hein, le flight to safety ou le flight to quality. C'est-à-dire que les capitaux ne quittent pas une zone monétaire, mais arbitrent au sein de la zone monétaire entre différentes classes d'actifs, par rapport à leur perception du risque. Forcément, être à l'achat sur un contrat d'État, c'est plus safe pour les capitaux engagés qu'être à l'achat sur un marché action sur lequel les banques centrales n'interviennent pas. Je vous rappelle que le Bund est acheté par la Bundesbank, enfin par Eurosystem. Mais le Bund est en priorité acheté. Donc forcément, il ne faut pas être étonné. Le marché a peur, on va sur ce qui est acheté par des institutions monétaires. Donc si le Bund devait monter à 155, le DAX pourrait retester les 10 660. C'est un support, il peut tenir, mais si jamais ça ne tient pas, on ira à 10 600. Donc c'est un phénomène de flight to quality, un processus. J'ai tenté de vous le décrire dans un article ce matin sur le site dont le titre est Marché de taux. Les taux souverains grecs à 10 ans approchent de 20%. Alors ça peut vous faire peur que le rendement obligataire de la Grèce à 10 ans approche 20%, mais dites-vous bien qu'au paroxysme de la crise de la dette souveraine en 2011, c'était 45%. Et lorsque le rendement grec a atteint 45%, à l'époque, pour éviter que la Grèce sorte de la zone euro, on avait effacé 75% de la dette publique grecque. Sauf qu'à l'époque, elle était détenue par les banques commerciales non grecques, qui avaient dû prendre leurs pertes et faire des augmentations de capital. Rappelez-vous à l'époque, des augmentations de capital, de la SG, de la BNP, etc. Appel au marché pour combler une perte liée au crédit. Voilà, tout simplement. Alors, y a-t-il un diamant en 5 minutes sur le DAX? Eh bien, on va mettre les bougies 5 minutes et on va regarder. Alors, en 5 minutes, il y a une pattern qui est visible, hein. Alors, on peut je vais l'établir. Doit-on y voir un diamant? Moi, j'y vois une compression latérale. J'ai toujours du mal à me forcer à donner une forme chartiste à une compression latérale. Ça reste pour moi des ranges. Mais en effet, on voit l'esprit de la figure. L'idée, c'est que si on en sort par le haut, on peut revenir chercher les 10 760 points. Et si on en sort par le bas, le marché reviendra tester les 10 660. Donc, en effet, on peut éventuellement y voir une compression en diamant. Ou en triangle peut-être pour certaines d'autres personnes, mais en tout cas on a cette compression latérale et c'est vrai qu'avec les bougies 5 minutes c'est pas mal, c'est visible quoi. Alors mon sentiment sur l'USD Yen il est partagé parce que je comprends bien que d'ici la fin de semaine
étant donné que je pense que les actifs à l'aspect refuge vont continuer d'attirer les capitaux, le yen va monter. Le yen monte aussi du fait des sorties de capitaux sur les marchés actions en Chine. Mais à tout moment, des interventions peuvent stopper ce mouvement. Si l'aversion au risque baisse d'un cran, le yen sera à nouveau vendu. Ce qui pourrait. Alors, c'est pour ça que je suis mal à l'aise. On est sur un niveau important, 121,50. Moi, vous savez, mon opinion cette semaine, c'est de me tenir à l'écart des actifs qui sont liés au risque. Parce que certes, ils peuvent continuer de chuter, mais si le risque devait disparaître dès lors qu'un accord serait annoncé, un accord crédible, structurel, enfin qui tend à l'être, il y aurait les mouvements les plus violents, les contre-pieds les plus violents devraient intervenir justement sur ces actifs liés au risque. C'est pour ça que tenir des positions ouvertes à ce moment-là, c'est toujours pas évident. Mais moi, mon opinion sur l'USD Yen, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins techniques. C'est l'ultime rempart. 121,50, si ça casse, le marché va perdre 150 pips de plus. Et là, on est quand même dans une situation technique qui commence à être délicate sur l'USD Yen. On a en plus, alors je ne vais pas inventer une ligne de tendance qui n'existe pas, mais on a cette ligne de tendance que le marché teste aussi là, qui attrape tous les bas de marché. Voilà, l'idée c'est que voilà, de toute façon là, si c'est une stratégie d'achat sur ce niveau horizontal, c'est stop de 20 pips, mais ça reste quand même compliqué. Alors quand on a un doute sur la capacité d'un marché de créer un creux, il faut lui laisser le temps de faire un creux. Faire un creux, comment on est au courant qu'un marché fait un creux, en analyse technique, vous avez des figures chartistes de creux. Des doubles bottom, des têtes épaules inversées, tout ce que vous voulez. Des fondations horizontales. Donc quand on n'a pas la réponse, on attend qu'un élément la produise, la réponse. Et si vous utilisez l'analyse graphique, attendez d'identifier visuellement des configurations. Là actuellement, il n'y en a pas. Donc le risque est élevé de chercher à se positionner long. Non, honnêtement, ce qui me paraît moi moins risqué, c'est de poursuivre les achats de contrats allemands, notamment de Bund, jusqu'à 155. C'est probablement une des meilleures stratégies actuellement à appliquer sur les marchés. Et donc j'ai le taux de change USD4 qui n'y est pas encore, hein, mais qui se situe maintenant à environ 25 pips d'un bas de canal en données 4 heures. Donc ça, c'est à surveiller. Donc là, alors, pour le taux de change USD-CAD, vous devez donc toujours pratiquer l'analyse technique sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole qui a quand même fortement chuté, ce qui a permis l'appréciation entre autres de l'USD-CAD et la chute du dollar canadien. Le prix du pétrole se stabilise depuis hier et je pense qu'il peut se reprendre au moins en direction des 54 dollars. Attention, cet après-midi, les statistiques hebdomadaires sur l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis sera publiée. Ça ne manquera pas d'influencer un marché qui est mis sous pression avec notamment ce qui se passe en Chine. Quel est le consensus cet après-midi pour l'évolution de la courbe de restockage de barils de pétrole aux États-Unis? Eh bien, le consensus envisage un déstockage. Alors attention, car si il y a à nouveau un restockage, donc un chiffre positif, cela pourrait exercer une pression sur le prix du pétrole et faire à nouveau baisser le dollar canadien et donc faire rebondir le taux de change USD-CAD ou le GBP-CAD sur son premier support à 1,9490. Mais on n'est pas encore sur des niveaux de support sur toutes ces paires de devises. Celle qui m'intéresse le plus, ça reste le bas de canal ici sur l'USD-CAD. J'en reparlerai cet après-midi, mais voilà, on a ce canal H4. Moi, tant qu'on est à l'intérieur, je vise 1,2830. Et si on en sort par le bas, eh bien le marché se sera arrêté à 1,2780. Donc vraiment, je surveille le bas de ce canal. Alors non, je n'ai pas encore parlé du GBP-NZD, donc je vais le faire tout de suite. Bonjour, hein, bonjour. Alors, le GBP-NZD, c'est deux choses. Des rachats de shorts sur le dollar néo-zélandais, logique après 1500 pips de baisse, et des prises de bénéfices sur la livre sterling, logique après 2 mois de hausse. Et à la veille d'une décision de politique monétaire qui pourrait réagir aux tout derniers fondamentaux qui concernent l'économie britannique. J'en reparlerai dans un article cet après-midi.
Comment envisager la dynamique générale du GBP-NZD? On consolide. On va revenir chercher des lignes de tendance qui passent actuellement en deçà du niveau actuel des cours. Alors je vais vous proposer les toutes premières lignes de tendance. Le travail là que je fais avec vous, c'est la base. L'analyse technique, ça consiste à identifier une tendance et de suivre cette tendance jusqu'à ce que ces mêmes éléments techniques vous indiquent que soit elle s'épuise, soit elle se retourne. Là, vous avez des signes, non pas d'épuisement, mais non pas de retournement, mais d'épuisement. Ok, notamment le fait de rebasculer sous les 2,30,82, ici sur le GBP-NZD. Mon sentiment est que le GBP-NZD va retomber sur les 2,26,70, mais ce sera un niveau de support. Donc, si je devais chercher des achats sur le GBP-NZD, je m'intéresserais au niveau horizontal des 2,26,70, qui sera à ce moment-là renforcé par cette ligne de tendance. Ça pourrait être intéressant si demain on a quelque chose d'assez hawkish en provenance de la Banque d'Angleterre. Autre niveau que je suis, c'est les 2,0670 sur le GBP AUD, un niveau horizontal potentiellement plaisant. Et ça, la livre sterling, sa journée, ce sera demain. Et notamment cette zone ici sur le GBP NZD. Donc aujourd'hui, moi je vais quand même me concentrer sur l'USD, l'USD CAD. Naturellement l'USD CAD avec les stocks de pétrole. Naturellement le dollar américain avec les minutes de la réserve fédérale des États-Unis. Quant à la vénérable Banque d'Angleterre, c'est demain qu'elle agit, le 9 juillet à 13 h heure de Paris. Alors bonjour Led Zeppelin. Ah, écoutez, pour en terminer sur le DAX, il y a une structure en effet en diamant. Merci à un participant de l'avoir salué, de l'avoir indiqué. C'est une structure intraday ici qui est bien visible. Ah bah ça intéresse Sylvain, on voit voilà. Ah donc Sylvain me dit que c'est lui qui l'a indiqué. Donc on a une structure de compression qui prend la forme d'une structure chartiste en diamant en 5 minutes. Lorsque le marché en sortira, il y aura une phase directionnelle. Pour le moment, on reste enfermé à l'intérieur et vous constatez que la toute dernière bougie 5 minutes montre qu'on reste dans le diamant. Est-ce qu'on peut revenir chercher la partie basse du diamant? Ça reste possible. Et voilà dans quoi nous sommes. En 5 minutes, on est vraiment dans cette structure. Alors une question de la part de visiteurs, une question pragmatique, tout l'argent que les Grecs ont en dehors de leur pays, pourquoi le gouvernement grec n'irait pas mettre une forte taxe sur cet argent, un peu dans la philosophie qu'ont fait les Américains? Écoutez, je pense que la situation... Alors déjà, je pense qu'actuellement, le gouvernement grec, c'est plutôt un gouvernement qui rechigne à augmenter le niveau des impôts. C'est justement pour ça qu'un accord n'intervient pas avec les créanciers. Donc je pense que c'est avant tout des considérations politiques. Alors, une analyse concernant l'Eurostoxx 50. Le bas de canal sur l'USD CAD est attrayant hein, d'un point de vue de l'analyse technique. Donc voilà. Écoutez, l'Eurostoxx 50, c'est comme le DAX, c'est comme le CAC. Les marchés ont effacé 100% de l'avancée suite à l'annonce du programme de quantitative easing. Nous sommes revenus au même niveau que le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est important, c'est le jeudi 22 janvier 2015, annonce d'un programme alors inédit au sein de la zone euro, un programme de quantitative easing. Et le marché, il est dessus. Pour l'instant, il est stable, mais il n'est pas acheté. Alors bonjour Bruno, qu'appelle-t-on un retracement? Question simple. Alors, donc j'imagine que vous découvrez l'analyse technique. Le processus de retracement, c'est aussi une des bases de l'analyse technique. L'idée c'est quoi? C'est de se positionner dans le sens de la tendance de fond, dans une phase de consolidation. Un exemple, vous avez ici une avancée significative du marché. Le marché construit une figure de sommet et commence à retracer. Retracer, c'est rebalayer une certaine proportion d'un mouvement précédent. On raisonne en pourcentage, proportion, pourcentage. Donc voilà, vous prenez ici le retracement de Fibonacci et vous constatez qu'à l'époque, on avait retracé 61% avant de reprendre la tendance de fond. Alors, l'utilisation des ratios de retracement de Fibonacci, c'est l'objet chez nous d'un webinaire. C'est l'objet surtout de vidéos qui sont enregistrées sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Ça c'est important. Alors on constate que la partie haute de la pattern en diamant agit sur le DAX. Vous êtes en GR5 ici sur les bougies 5 minutes.
Alors, à la bourse de Chine, c'est le dégonflement d'une bulle spéculative. C'est quoi, hein? C'est avant tout des particuliers qui se sont endettés. Alors, façon de parler, c'est l'effet de levier, hein, ce qu'on appelle la dette de marge. L'effet de levier, c'est une forme d'endettement, hein, puisque le broker vous donne une somme d'argent que vous ne possédez pas. Le problème, c'est que lorsque les prix se mettent à chuter fortement, il y a ce qu'on appelle des appels de marge en cascade, et c'est ce qui fait que la baisse, eh bien, s'est accélérée sur les marchés actions en Chine. Ce qui fait qu'un certain nombre de traders particuliers qui sont arrivés tard sur un marché qui avait gagné plus de 100% voient leur compte de trading s'effondrer et retirent leurs billes, leurs capitaux, quoi. Alors ça, euh, alors Ahmed, bonjour. Sur l'USD Yen, il y a eu des capitaux dans l'avancée du marché, il n'y a pas de capitaux dans la baisse. Mais je vous rappelle qu'un marché peut baisser sans fort volume, tout simplement par l'absence d'acheteurs. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Moi, mon propos sur l'USD Yen, il faut attendre une figure de creux avant d'envisager quoi que ce soit. Tant que c'est un couteau qui tombe, c'est un couteau qui tombe. Euh, j'ai besoin d'avoir une figure de creux, confirmée par des éléments, par exemple, de divergence de momentum, des choses comme ça, pour envisager la fin de la baisse. L'incertitude, elle va demeurer au moins jusqu'à demain, lorsque le gouvernement grec va présenter son plan de réforme. Le yen a donc une probabilité importante de monter encore. Et d'autre part, lorsque vous pratiquez l'analyse technique sur l'indice Nikkei 225, je pense qu'il peut baisser, donc le yen monter. Donc honnêtement, on va pas se casser la tête. Mieux vaut chercher des achats sur le dollar américain. Mais regardez l'USD-CAD, le bas de canal commence déjà un peu à réagir. La proximité du bas de canal. Dans tous les cas, si achat il y a, c'est avec un stop sous les 1,2660 pour viser les 1,2830. Alors non, le forex c'est un marché entre banques, hein. Y a pas de, en tout cas chez FXECM ici c'est du no dealing desk. Notre offre sur le marché d'échange, ce n'est pas le contrat pour la différence, chers visiteurs. Il n'y a pas de CFD euro-dollar chez FXCM. Il y a l'accès au taux de change euro-dollar, à l'offre et à la demande, à la liquidité d'un panel de banques sur l'euro-dollar. Donc c'est pas du CFD Forex chez FXM. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas d'animateur de marché et que c'est finalement beaucoup plus transparent, beaucoup plus liquide. Alors, cet après-midi, on va parler Wall Street, on va parler marché action américain, on va parler microéconomie aux États-Unis. La saison des trimestriels s'ouvre ce soir avec les résultats d'Alcoa. Wall Street, c'est pas la zone euro, c'est pas la Chine. Je vous rappelle que pour les investisseurs américains, la Grèce, ils savent pas où c'est. La zone euro, c'est loin, et la Chine encore plus. Donc, ils vont se concentrer sur les résultats de leurs entreprises. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. Vous retrouvez Sylvain à 13 heures pour le Day Trader pour le 13 heures des Day Traders, pardon. Et quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. On suivra notamment la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, les paires majeures. Et d'ici là, je vais vous proposer un article sur la livre sterling, ce qui est à attendre de la Banque d'Angleterre demain. Merci à tous et donc à tout à l'heure.